Alors, nous poursuivons le post-ESMO 2024 et j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Dumont qui va nous parler des nouveautés concernant les tumeurs cérébrales. Merci Sarah. Merci Alex. Alors, nouveauté, c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que les thématiques qui ont été abordées en neuro-oncologie sont un peu vintage. Merci. Et notamment, on a eu toute une session sur l'angiogénèse. Alors pour autant, il y a eu quand même pas mal d'innovation et de créativité, et notamment avec cet abstract qui testait une molécule qui essaie de viser à la fois l'angiogénèse en ciblant le VEGFR et également le CSF1, donc c'est-à-dire le micro-environnement. Et donc c'est une étude qui concerne 38 patients, qui est monobras. C'était une molécule à avaler en solution buvable. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même un taux de réponse qui est autour de 18%. Ce sont les glioblastomes en rechute qui étaient les patients inclus. On est sur quelque chose d'assez similaire à la lomustine, voire même peut-être un petit peu plus haut, avec une PFS et une OS qui est PFS à 4 mois et une OS autour de 13 mois. Donc on est quand même sur quelque chose qui peut-être est un signal. En termes de toxicité, on avait vraiment la classe médicamenteuse des anti-angiogéniques. L'autre étude qui a fait grand bruit aussi pour son innovation, c'est l'étude Gloria, qui, cette fois-ci, essayait de s'intéresser aux deux mécanismes d'action de la création de vaisseaux, c'est-à-dire l'angiogénèse, qui est vraiment la naissance de vaisseaux à partir de vaisseaux existants, qui est médiée par le VEGF, et la vasculogénèse, qui est vraiment la création à partir de progéniteurs lymphoïdes de néovaisseaux, et qui est médiée par CXR4, un gradient CXR4, CXL12. Et en fait, dans cette étude-là, ils testaient les patients avec un glioblastome MGMT non méthylé, c'est-à-dire ces patients qui ne répondent pas au T-modal, sinon ça ne serait pas éthique de ne pas leur proposer une radiothérapie plus T-modal. C'était des patients au diagnostic. Donc c'était des patients qui avaient une radiothérapie plus le NOX-A12, qui est un aptamère d'ARN qui ciblait donc le CXL12. Et dans cette étude-là, il y a très peu de patients. On est à 6 patients, donc c'est difficile d'en dire quelque chose. Mais en comparant la radiothérapie associée à l'agent versus radiothérapie agent plus bevacizumab, on a l'impression d'avoir une PFS et une OS quasiment non visibles habituellement, en tout cas à 9 mois de PFS et 19 mois de survie globale. On est sur des tout petits effectifs et je regrette quand même de ne pas avoir vu un bras radiothérapie plus bevacizumab parce que c'est peut-être l'effet du bevacizumab qu'on voit ici. Alors, un peu à l'interface avec les anti-angiogéniques, on a eu des abstracts sur les thérapies ciblées, et notamment cette étude testant l'anlotinib associé au T-modal dose dense chez les glioblastomes en rechute. Alors, le T-modal dose dense, c'est quelque chose que vous pouvez voir de temps en temps. C'est quelque chose qu'on peut faire en re-challenge quand un patient rechute assez proche du T-modal et qu'on ne veut pas donner un schéma un peu classique. Très honnêtement, ça dépend tout à fait des centres. C'est des résultats qui sont quand même assez mitigés pour le T-modal dose dense. Donc, on est un peu surpris de ce choix. Surtout qu'on n'est pas tout à fait confortable avec la possible toxicité d'une TKI associée au T-modal. Mais ceci dit, cette étude elle est très intéressante, d'une part parce qu'il s'agit d'une étude transage. On avait des patients qui avaient dès l'âge de 3 ans, ce qui est assez rare pour le souligner. En termes de caractéristiques des patients, on avait 85 patients, ils ont fait beaucoup de recueils de data et ils ont présenté pas mal de choses. En termes d'effets secondaires, on est surpris, mais en tout cas, ça passe plutôt pas mal. Et le plus surprenant, c'est qu'on a des taux de réponse énormes par rapport à cette pathologie, avec 32% de taux de réponse et avec 5 réponses complètes, 21 réponses partielles. Alors, ce que vous voyez, ils ont présenté plein d'IRM qui nous faisaient assez rêver. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'en termes de survie, on a une PFS à 5,9, ce qui est quand même déjà pas mal pour une rechute. Et en termes de survie globale, on a 8 mois, par contre, c'est très, très bas. Mais c'est peut-être ce qu'on voit avec les thérapies, avec les anti-angiogéniques, c'est-à-dire on a des belles réponses sur l'IRM et finalement, on ne rend pas tant que ça service aux patients. En tout cas, c'est quand même quelque chose à suivre. Alors ensuite, dans les thérapies ciblées, je ne peux pas ne pas parler des anti-IDH, puisque c'est ça qui avait vraiment créé le buzz l'année dernière avec un oral en plénière dans les gliomes de bas grade, donc qui différait la rechute des patients après une chirurgie dans les gliomes de grade 2.
Ici, il s'agit du safusidenib. Surtout l'effort de cette étude, il s'agit d'une phase 1 sur un mode Windows Study, c'est-à-dire qu'on a biopsié les patients, on leur a donné du safusidenib pendant 1 mois et ensuite on les a réséqués. Il n'y a pas d'efficacité en soi. Enfin, il y a une sorte des taux de réponse sur le peu de patients qui sont autour de 33%. Mais cependant, c'est surtout une analyse moléculaire. En fait, on ne connaît pas réellement le mécanisme d'action des anti-IDH. Et là, c'est très joli en termes d'études. Alors, non seulement il y a en effet l'analyse du 2AG pour voir l'efficacité, mais également la différenciation des cellules et essayer de comprendre comment ces agents fonctionnent. Alors, l'immunothérapie, voilà encore une fois une des thématiques qu'on ressort, mais avec des approches assez innovantes. Là, ici, il s'agit d'une vaccinothérapie à base d'ARN chez les patients à nouveau, MGMT non méthylé. On voit bien que c'est l'angle mort de la prise en charge. Ces patients-là, on ne sait jamais bien quoi faire, donc on est très heureux de pouvoir les inclure dans des études. Il s'agissait donc en fait d'une phase 1 qui testait cette vaccinothérapie. En termes de toxicité, c'était le but d'atteindre la DLT, on est sur des résultats très très précoces, mais il y a quand même un signal qui est non négligeable. Je pense qu'il va falloir suivre les prochains abstracts. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler d'une étude très ambitieuse, mais voilà, très jolie. Il s'agissait de la cohorte 5 de l'injection intracrânienne et intratumorale de cellules dendritiques et associées à l'ipilimumab et au nivolumab intratécal également. Donc, il s'agissait de patients avec un réservoir d'Ommaya. Pareil, on a très peu de patients, mais quand même une vingtaine, donc c'est assez ambitieux. Un des premiers résultats en termes de toxicité, c'est quand même que le réservoir d'Ommaya n'est pas si simple, avec des infections bactériennes malgré tout, donc c'est quand même quelque chose à s'approprier. En termes de taux de réponse et de PFS, on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant. Donc vraiment à suivre, et voilà, je salue l'ingéniosité de tous ces abstracts pour des thématiques qui semblaient un petit peu poussiéreuse. Donc voilà pour moi. Merci beaucoup pour ce résumé du post-ESMO. Je suis intriguée. Donc, le vaccin ARN, il est fait de néoantigènes tumoraux standards ou adaptés aux patients? Non, standard. D'accord. C'est standard, c'est une banque, ouais. D'accord, une espèce de cocktail de néoantigènes. Mm-hmm. D'accord. Et ensuite, ta dernière présentation sur les cellules dendritiques, qui sont donc issues du patient, oui. Et modifiées comment avant d'être vendues? Je ne sais pas exactement dans D'accord, quel... ok. Super. Très innovant, hein. Donc bravo. Merci beaucoup. Des petites études, mais très très riches en transactionnel. Donc voilà, maintenant on va laisser la place au cancer ORL. Donc merci beaucoup Caroline de nous donner les highlights de l'ESMO 24. Merci. Donc on va parler essentiellement de tumeurs des glandes salivaires, mais vous savez qu'il y a à peu près 20 sous-types dans les tumeurs des glandes salivaires, mais il y en a qui sont particulièrement intéressants parce que c'est des tumeurs plus agressives qu'on appelle les carcinomes canalaires salivaires et qui partagent des caractéristiques des cancers du sein ou des cancers de la prostate parce qu'ils peuvent être HER2 positifs et ils sont dans plus de 90% des cas positifs aux récepteurs aux androgènes. Il y a aussi des adénocarcinoses qui partagent ces caractéristiques. Donc là, c'est 2 études qui s'intéressent à ce type de tumeur. La première, donc pour les patients qui présentent des carcinomes des glandes salivaires HER2 positifs. Donc il y avait une cohorte 3 croix en IHC ou 2 croix positifs avec une fiche positive, et puis une cohorte, et c'est celle qui nous ont présenté, une cohorte où ils sont intéressés au low, mais là on n'a pas les résultats, et donc ils administraient le TDXD à 5,4 mg kg toutes les 3 semaines. Vous voyez que c'est une petite population, c'est 19 patients, c'était une population japonaise. En termes de caractéristiques, on peut voir c'est qu'il y a 40% qui avaient déjà reçu un traitement anti-HER2 avec le trastuzumab, donc des patients déjà pré-traités. Après, les caractéristiques étaient classiques, plus des hommes, c'est plutôt souvent des hommes. Et on voit qu'en termes de taux de réponse, on a 68% de réponse et 100% de contrôle tumoral. Je l'ai dit, des tumeurs plus agressives, donc c'est des beaux résultats avec des durées de traitement de 10 mois et des durées de réponse de 14,3 mois. Une PFS, c'est pareil, qui est intéressante à 15,9 mois. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même pas mal de toxicité et notamment de pneumopathie interstitielle avec 26%. Alors, c'est 19 patients, il y en a 5, mais 26% de pneumopathie interstitielle, plus que ce qu'on peut voir dans les cancers du sein.
Voilà, donc ça mérite exploration et réflexion. Le deuxième essai qui est intéressant et qu'on attendait beaucoup, qui est un essai randomisé dans une population de tumeurs rares, donc qui n'est pas facile, qui a évalué en fait en première ligne de rechute métastatique chez les patients qui expriment les récepteurs aux androgènes. Est-ce qu'on doit commencer par l'hormonothérapie avec un blocage androgénique complet ou est-ce qu'on doit commencer par la chimiothérapie, sachant que le standard qu'on utilise en chimio, c'est soit carbotaxol, soit cisplatin-adria, et la majeure partie était traitée par carbotaxol. On pensait honnêtement que ça allait. Donc c'était une étude qui avait été designée initialement pour montrer un bénéfice en termes de BFS, puis après pour essayer de montrer une non-infériorité. Vous voyez que c'était prévu aussi qu'on inclue en 3 ans, je crois, et finalement ça est recruté en 6 ans, parce qu'on est sur des tumeurs rares. Et puis il y avait quand même eu des données de phase 2 qui montraient que l'hormonothérapie était efficace, donc pas forcément facile d'inclure. Les patients qui commençaient par la chimio pouvaient être switchés dans l'hormono en deuxième ligne. Et vous voyez que malheureusement, c'est négatif en PFS avec l'hormonothérapie, 4 mois de PFS versus 6,5 mois avec la chimio. Et pareil, en survie globale, on fait plutôt un peu moins bien avec l'hormonothérapie. Des taux de réponse, alors, je suis désolée, on ne voit pas grand-chose, qui sont un peu inférieurs, moi je trouve, à ce qu'on connaissait de la phase 2 non randomisée avec l'hormono, et un peu différent de l'expérience qu'on semble avoir, nous, dans la pratique clinique. Voilà. Et vous voyez que quand on donne la cohorte B, c'était les patients qui le recevaient en deuxième ligne, donc déjà pré-traités par chimio. On a des survies globales quand même qui sont intéressantes de 20 mois et une PFS à 3,5 mois. Donc voilà. La dernière étude intéressante, c'était voilà, on compare du cisplatine toutes les 3 semaines à du cisplatine hebdomadaire en post-opératoire dans les carcinomes épidermoïdes ORL. Mais c'est important parce que c'est une population fragile, que le standard restait le cisplatine toutes les 3 semaines, mais qu'on n'arrive pas à administrer chez tout le monde. Et donc, c'est de savoir est-ce que le cisplatine hebdomadaire est une option valable. On voit qu'on arrive à administrer la radiothérapie dans les 2 groupes de la même façon, avec des doses de cisplatine qui sont convenables dans les 2 groupes. Et en termes de survie globale, il n'y a pas d'infériorité du cisplatine hebdomadaire. On a même l'impression qu'il ferait un petit peu mieux. Et en termes de toxicité, on a des résultats favorables. On s'y attendait en termes de toxicité, que ce soit rénale, auditive, etc. Et après, pas très convaincant. Donc, on a vu dans le poumon les anti-LAG3. Nous aussi, avec les similarités avec le poumon, on a des essais avec les anti-LAG3. Moi, j'ai trouvé plutôt un peu décevant à voir sur des phases 3 randomisées de plus grande échelle. Et puis un autre qui était un anti-NOX4, pareil, assez décevant. Voilà, donc pas grand-chose dans les épidermoïdes qui rechutent ou métastatiques. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais juste une question rapide parce qu'on est un peu en retard. Résultat, le trastuzumab DX dans les HER2 positifs, ça a mené un FDA pour tumeurs aux États-Unis et en Europe, on va avoir une étude, mais c'est des tumeurs rares. Ouais, on n'y a pas accès. Donc nous, on utilise le carbotaxol Herceptine où on négocie avec la pharmacie. Je trouve la question très importante, ça va être nous, on en a quand même pas mal qui expriment faiblement HER2. Moi, j'ai un résultat positif chez un patient où, pareil, on a demandé l'autorisation. Voilà. Surtout, c'est des tumeurs qui rechutent et on aimerait bien aussi l'essayer en adjuvant. Alors, il faut faire attention à la tox, mais on avait essayé de designer un essai international en adjuvant et pour l'instant, ils ne sont pas partis parce qu'effectivement, maintenant qu'il y a l'approbation pan-tumeur aux États-Unis, c'est compliqué. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup toutes les deux pour vos présentations sur le post-ESMO 2024. Restez avec nous, on continue avec les tumeurs digestives.